Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Vous ne le savez peut-être pas, mais sur ma chaîne Patreon, j'ai du contenu exclusif et parmi celui-ci, des vidéos qui parlent de cinéma survivaliste ou d'une manière assez légère, j'essaye de prendre quelques exemples de films connus ou parfois pas très connus qui peuvent nous enseigner comment réagir dans certaines situations. Ce week-end, j'ai regardé un film qui s'appelle Mr. Jones, un film de 2019 qui nous parle de l'histoire d'un journaliste britannique, gallois d'ailleurs, qui en 1933, après avoir interviewé Hitler juste après sa nomination au poste de chancelier, essaye d'interviewer Staline pour essayer de comprendre comment l'Union soviétique réussit à dépasser les résultats de son plan quinquennal, comment la Russie arrive à financer alors que sur le papier elle devrait être en faillite, comment elle arrive à développer les industries lourdes, son industrie d'armement, son économie, sa culture, comment elle peut payer rubis sur l'ongle avec des monnaies basées sur l'or, des ingénieurs venant du monde entier, de l'Angleterre, des États-Unis, pour réaliser ces projets pharaoniques de développement du pays, et comment tout cela peut-il être possible alors que normalement ça devrait être un petit peu plus compliqué pour un pays de réussir tout cela. Ce film, très intéressant, n'est pas réellement une histoire de survie, puisque il n'y a pas de situation pour les protagonistes qui s'y prêtent, et donc cette vidéo ne fera pas partie de cette série, et donc je la mets en public, comme je fais parfois avec certaines vidéos. Ce film, en revanche, pour faire court dans cette histoire, donc ce journaliste arrive à Moscou, il est hébergé dans les hôtels pour journalistes étrangers qui sont des hôtels de luxe, en tout cas relativement à la population qui vit de manière très mal, dans une situation quand même assez difficile de pénurie dans ces années 30. En plus, il y a la crise économique mondiale. Et il commence à comprendre, à travers les contacts qu'il a, d'autres journalistes, notamment le très célèbre Duranty, nominé, lauréat du prix Pulitzer, que en fait il y a une histoire de vente de blé qui est produit dans les terres fertiles, notamment d'Ukraine, sur le marché international, ce qui permet au gouvernement soviétique de toucher de l'argent international qui a de la valeur, puisqu'à cette époque, même les États-Unis ne reconnaissaient pas encore l'Union soviétique comme étant légitime, et donc de financer, de payer rubis sur l'ongle ces grands projets. Et alors, ce journaliste pour vous raconter très brièvement l'histoire, va finir par trouver un moyen pour aller en Ukraine, là où est produit la majorité du blé soviétique, et il se rend compte qu'en réalité, le blé est confisqué à la population, notamment paysanne, qui est condamnée à mourir et qui subit des famines terribles, avec des conséquences qui aujourd'hui sont évidemment connues et indisputées, et reconnues même par les gouvernements évidemment russes, et même ont été reconnues par le gouvernement soviétique après la déstalinisation qui a suivi la mort de Staline en 56, sauf erreur, ou 53, je crois que c'est 53. Bref, peu importe, le désastre économique de cette confiscation qui avait déjà suivi le désastre économique de la collectivisation, eh bien, c'est ce qui permettait de dépenser l'argent du fruit de ce pillage, de ce vol. L'État vole toujours l'argent à sa population sous forme de taxes et d'impôts. Là, c'était carrément de la confiscation de biens. Eh bien, cet argent permettait à l'État soviétique de faire valoir son succès, de faire croire au plébiscite de la population pour sa politique, de faire croire à un développement industriel, militaire et économique sans précédent dans l'histoire de la Russie, qui faisait partie de l'Union soviétique. Et ce qui est intéressant, au-delà de cette histoire-là, de cette histoire de confiscation d'un modèle socialiste qui ne fonctionne jamais, il n'a pas fonctionné en Union soviétique, il n'a pas fonctionné en Hongrie, il n'a pas fonctionné en Allemagne, il n'a pas fonctionné en Chine, il n'a pas fonctionné dans les pays d'Asie, il n'a pas fonctionné en Afrique, il n'a pas fonctionné en Amérique centrale ni en Amérique latine. À chaque fois, c'est un échec. À chaque fois, le socialisme se solde dans des millions de morts, des nettoyages ethniques, des génocides, des famines et certainement des désastres économiques et des désastres humains
dont même les religions arrivent difficilement à égaler. Et donc, le deuxième élément important et intéressant dans ce film, c'est que le journaliste, une fois qu'il a découvert ce qui se passe, eh bien, il se rend compte que les autres journalistes ne le soutiendront pas et vont au contraire le combattre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont notamment stipendiés par le régime soviétique, ils sont payés, ils sont en plus logés dans des hôtels de luxe avec de la bonne nourriture. On leur organise, on leur facilite l'organisation de petites parties fines et de fêtes avec nombre de prostituées, hommes, femmes et peut-être plus, drogue et autres. Et donc, dans cet environnement de luxe typique des petites élites, eh bien, ils n'ont ni l'intérêt, ni... et en plus, il y a un risque de se faire tabasser, emprisonner, exécuter s'ils devaient aller contre le pouvoir. Eh bien, les journalistes, comme ils l'ont toujours fait dans l'histoire, sont des serviles serfs du pouvoir, et sont obéissants et de manière même volontaire. Et donc, on se rend compte en réalité que ce que montre ce film de 1934, de la situation en 1934 en Union soviétique, eh bien, n'est pas très différente de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On peut constater un pouvoir. Le pouvoir n'est pas le gouvernement, le pouvoir n'est pas l'État. L'État est un instrument qui est au service d'un pouvoir qui est bien sûr un peu caché, un peu occulte, qui se dévoile de plus en plus aujourd'hui, mais qui est ce pouvoir sous forme de lobby, sous forme d'influence du pouvoir de l'argent et de petites élites souvent très influentes, qui, d'ailleurs c'est intéressant, sont souvent les mêmes d'ailleurs que celles qui dirigeaient l'Union soviétique en 1933 à l'époque de ces grandes famines. Peut-être parce qu'ils n'aiment pas les religions et les ethnies de la population locale dont ils ne font pas partie et dont ils ne partagent ni la culture, ni les croyances, ni les rêves millénaristes. Peut-être qu'il y a un point commun dans cette histoire-là, enfin je dis ça, n'en tirez pas des conclusions, ce sont des élites, ce sont des minorités, ils ne représentent pas leur communauté dans son ensemble. Du moins, je le crois. Alors, dans ce monde d'aujourd'hui, nous voyons que ce pouvoir, eh bien, il a un discours, il a une narration, alors elle n'est pas parfois pas cohérente, mais cette narration et ce discours est parfaitement reporté, parfaitement transmis par les courroies de transmission que sont les États, les gouvernements, les politiques, les porte-paroles, les associations au service du pouvoir, les petits groupes de nervis, souvent d'extrême gauche, hein, qui servent en fait les intérêts du pouvoir, et surtout les médias et les journalistes qui, d'un cœur, d'un seul homme, disent les mêmes histoires, disent les mêmes choses, et on le voit cette année, en 2020, avec cette histoire du venu de Chine dont on ne peut même pas parler sans risquer de se faire censurer, où la narration, elle est unique, et tous ceux qui vont à l'encontre, y compris les rares docteurs et scientifiques intègres et qui souhaitent la vérité, eh bien, eux sont censurés. Les lanceurs d'alerte sont également censurés et moqués, et parce que le système est bien rodé depuis des années, où on a lutté contre le racisme et tout ça, alors que les gens ne faisaient que montrer la réalité, les lanceurs d'alerte montrent la réalité. Et en fait, nous sommes entrés aujourd'hui dans un système totalitaire. Pour un autre exemple, nous l'avons vu aujourd'hui pour l'élection aux États-Unis, où malgré des fraudes massives et évidentes, ce sont les médias et le système du pouvoir qui ont déclaré la victoire d'un candidat, alors qu'elle n'est pas du tout encore officielle. Je vous parle aujourd'hui le 16 novembre 2020. Et nous avons ceci aujourd'hui, à l'aube de ce qui peut-être va être une confiscation massive des biens des populations dans le cadre de cette initiative que l'on appelle le Grand Reset, qui pourrait arriver en 2021, sous toujours la raison de ce truc qui nous vient de Chine, et toujours avec des bonnes intentions de sécurité, etc., et de sauver les populations de la faillite économique qui est aujourd'hui, pour le coup, quasiment créée
par les mesures qui ont été mises en place par les États qui sont, encore une fois, je vous le rappelle, les courroies de transmission, tout comme les médias, du vrai pouvoir qui est caché derrière. Certains l'appellent l'État profond, c'est difficile il est protéiforme, mais on sait très bien de quoi il s'agit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi ces journalistes, eh bien, ces journalistes, non seulement ils avaient intérêt à cacher la réalité de la famine en Ukraine, et pas qu'en Ukraine, cette famine a touché, le régime soviétique ne s'embarrassait pas des Russes non plus et des autres. C'est qu'en fait, il n'y avait pas que la contrainte et la peur, et le vice et les intérêts personnels, il y avait aussi l'idéologie. À cette époque, l'idée c'était que pour atteindre le paradis des prolétaires, le paradis des ouvriers, le paradis des paysans, pour atteindre cette utopie qui allait être sans aucun doute formidable, de l'égalité entre tous, un peu comme ce que la Révolution française avait promis, liberté, fraternité, égalité, sauf qu'en réalité ça s'est transformé en génocide, notamment des Vendéens, mais pas que, guerre de conquête, et une idéologie qui s'est amplifiée et qui a pris son envol, notamment au XXe siècle, sous les différentes formes que sont le socialisme soviétique, le national-socialisme, on va dire racial allemand et d'autres. Le maoïsme en Chine, le polpotisme au Cambodge, etc. À chaque fois, ces bonnes intentions, ces utopies servent de justification à toutes les mesures, finalement, de massacre des opposants, de destruction des libertés, de génocide de population, de confiscation des biens pour des projets personnels des dictateurs et de leurs cliques ou des élites du pays en question. Et c'est toujours systématiquement des désastres humains, économiques, souvent des génocides, des drames incomparables qui feraient pâlir même les pires des religions en termes du nombre de morts et de nombre de destructions et de misères qui sont créées. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours, il faut se méfier des gens qui veulent votre bien malgré vous, parce que ce sont des gens qui sont prêts à vous tuer pour votre bien. Ils sont prêts à vous tuer pour sauver votre âme, ils sont prêts à vous tuer pour le paradis du prolétariat, ils sont prêts à vous tuer pour l'égalité. Et ce sont ces gens qui aujourd'hui ont le pouvoir de la narration, le pouvoir de dire ce qui est bien et ce qui est mal, tous ces gens qui depuis 40, 50 ans, en fait, il faut le dire, nous emmerdent et détruisent tout ce qu'ils touchent et salissent l'immense civilisation européenne notamment, avant de détruire et de salir le reste du monde, parce que leur objectif, c'est la domination, évidemment, d'une petite élite sur le monde entier. Alors, ils n'y arriveront bien sûr pas, mais parce que tôt ou tard, ils trouvent des peuples qui se dressent contre eux et qui leur expliquent la vie de temps en temps, alors c'est régulier. Mais là, aujourd'hui, si ce socialisme, qui est en fait leur instrument de domination, qui est basé sur de la démagogie, et donc sur cette utopie, aujourd'hui, il risque de prendre le pouvoir sur une grande partie de l'Occident, les États-Unis en tête, le Canada avec, et puis l'Europe occidentale. Et les terres de liberté risquent d'être encore, en tout cas pour les Européens, l'Europe de l'Est, peut-être la Russie, mais certainement sans les latitudes de liberté que nous avions connues au cours du XXe siècle en Europe occidentale, certainement. En tout cas, pendant les 30 Glorieuses. Et certainement pas comme l'ont connu les États-Unis. On peut être très critique des États-Unis, mais au moins, c'était un pays de liberté garantie, d'expression, etc. Ensuite, ils avaient une politique impériale terrible, que je dénonce depuis toujours, mais leur garantie des libertés était réelle. Et aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup d'endroits au monde où on peut encore se sentir libre. Et bientôt, on se sentira libre dans des semi-dictatures comme la Chine, où on ne peut pas appeler ça une dictature, mais enfin dans des régimes un peu assez autoritaires comme la Russie. Et ce sera bien mieux que dans les sortes de républiques bananières américano-occidentales qui auront transformé un monde d'innovation, de création de richesses et de liberté dans une sorte de totalitarisme bien pensant qui finira très très mal et très très vite. Et donc ce grand reset avec potentiellement la mise en place de revenus universels, la confiscation des biens pour le bien de tous, pour l'égalité, va finir dans des massacres et des génocides immenses, et des pénuries et des famines, c'est une évidence. Donc ce film était une bonne leçon, il était intéressant, je vous le conseille,
Et il doit servir comme d'alerte pour nous préparer à réfléchir sur ce que nous pouvons faire face à cette horrible et démoniaque et même sataniste pour ceux qui y pensent, ceux qui y croient, chemin vers la dictature et l'oppression et l'esclavage. L'objectif, il est clair, ce n'est pas moi qui le dis, c'est aller voir les programmes des grandes organisations qui sont les Nations Unies, ou même certains partis politiques, ou des organisations non officielles que sont le Forum de Davos et d'autres, et vous voyez leurs plans, et vous voyez leurs objectifs, et vous voyez ce qu'ils veulent amener. Tout ça avec votre argent, bien sûr, votre argent qu'ils viendront prendre, un peu comme les soviétiques allaient prendre le blé des paysans ukrainiens. Et une fois qu'ils auront pris vos ressources, vos biens, et qu'ils vous donneront une misère pour vivre, alors que eux vont se gaver comme le faisaient les apparatchiks soviétiques et les grands dignitaires du parti et leurs invités internationaux qui couvraient l'histoire, eh bien, il ne vous restera à ce moment-là que cette maigre pitance pour survivre et en fait vivre dans la misère avant qu'ils décident de n'avoir vraiment plus besoin de vous et à ce moment-là, d'une manière ou d'une autre, vous éliminer. À ça aussi, il faut être prêt. Préparez-vous. À bientôt.